En parcourant cette vidéo, vous allez découvrir que le concept de fin du monde est intemporel. Et oui, la fin du monde, ça ne date pas d'hier. Déjà, dès les années 50, on commençait déjà à parler de cette angoisse, de cette inquiétude, de cette menace de la fin du monde qui pesait sur l'humanité. Et dans cette vidéo, donc, on va parler de ce film incroyable qui amenait cette probabilité, cette possibilité de fin du monde proche à travers ce titre incroyable, la chair, le monde et le diable. Ou le contraire, le monde, la chair et le diable. Je ne sais plus. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Oui, oui, bienvenue à vous sur la TV 42, oui, on est encore là, ça veut dire que ce n'est pas encore la fin du monde, ça veut dire qu'on a encore le temps de faire une petite vidéo sur le thème du cinéma. Et donc, évidemment, sur le thème des films autour de la fin du monde, voilà. Alors, c'est fou comment ce sujet, comment ce thème a été le nombre de fois où ce thème a été abordé au cinéma, dans les films, ou même parfois dans les séries TV, aujourd'hui encore avec The Walking Dead et tout ça. Mais voilà, le concept de fin du monde, c'est pas nouveau, hein, même dans les temps anciens, si on remonte quelques siècles en arrière, même Nostradamus, Nostradamus l'Ancien qui était une référence en termes de médiumnité, avait déjà prédit la fin du monde, ou en tout cas des phases, des cycles, des périodes de chamboulement de façon cyclique dans l'humanité. Oui, mais revenons au thème de la vidéo aujourd'hui, n'est-ce pas? On va parler aujourd'hui de ce film incroyable que moi j'ai regardé étant plus jeune. Je devais avoir 20 ans quand je l'ai vu pour la première fois. C'était à l'occasion, je crois que c'était pendant le cinéma de minuit. Voilà, sur la 3, le dimanche soir. Je sais pas si ça existe encore, mais à une certaine époque, jusque dans les années 2000, tous les dimanches soirs, à partir de minuit, il y avait la séquence le cinéma de minuit. Et où en fait, ils vous passaient des vieux films, en noir et blanc. Ce qui est vraiment un scandale, parce que ce genre de film, ça fait partie de la culture cinématographique, ça fait partie du patrimoine mondial. Ce genre de film, même les films des années 50, des années 60 ou des années 40, ça devrait encore passer à des heures de grande écoute sur les chaînes de télé nationales. Et donc ce film-là, je l'avais découvert à ce moment-là. Donc on va regarder la bande-annonce, et vous allez voir comment le thème de la fin du monde est abordé, est amené dans ce film, qui a fait objet, qui a fait office de référence en la matière, et qui a inspiré par la suite de nombreux films. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. This is New York, as no man has ever seen it. Empty, deserted, its teeming millions gone. This is the setting for the most unusual picture ever filmed. I know you're there! They're staring at me! Move! The most daring idea ever attempted in motion picture entertainment. Here is a film that crashes through time and the future. It may stun you and shock you, but above all, it will grip your imagination as no film has ever done.
the sweetest wine in the world. Donc le monde, la chair et le diable. Donc là on le voit, le personnage il est tout seul dans New York. C'est le dernier survivant de l'humanité. Il y avait voilà la phrase à un moment donné, que feriez-vous à sa place? Le monde, la chair et le diable. Alors ce titre m'avait intrigué à l'époque. Parce qu'il y avait le terme diable. Donc quand je vois le diable dans le titre d'un film, je me dis waouh, ça va être encore un film fantastique. Donc peut-être qu'on va avoir le diable et peut-être qu'il va y avoir une histoire intéressante où le héros va essayer de combattre le diable quelque part. Ça va être un film fantastique. Moi, j'ai toujours été attiré par ces thèmes-là, le fantastique, la science-fiction. Parce que pour moi, c'est des films où il y a une certaine ampleur, il y a un certain côté épique. J'ai besoin que mon imagination travaille sur ce genre de film, sur ce genre d'œuvre. Vous l'avez compris, moi, je peux pas regarder un film d'auteur. Là, mon imagination ne travaille pas. D'ailleurs, parce qu'en fait, on ne donne pas... le réalisateur ou les acteurs ne font pas le travail suffisant, ne font pas le travail nécessaire pour me donner des ingrédients, pour me donner les éléments qui vont me permettre de faire travailler mon imagination. Non. Pour moi, un film d'auteur, c'est vide, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Ça consiste à filmer une chaise, un tabouret avec quelqu'un assis dessus et puis à écouter le silence. Pour moi, c'est pas du travail. Voilà ma définition. Je sais que ça va faire, ça va en choquer plus d'un. Et je sais que toi, ça t'a choqué, oui. Ça t'a choqué, toi. Mais voilà pourquoi aussi je n'aime pas le cinéma français d'aujourd'hui en général. J'ai besoin que le cinéma me fasse rêver, me procure du divertissement. Les films français des années 50, des années 60, 70, même encore 80, il y avait des bons films français. Il y avait des acteurs français d'envergure, des acteurs avec du charisme, Belmondo, Bourvil, Fernandel, Louis de Funès, à la rigueur Gérard Lanvin, Depardieu, des acteurs comme ça. Et j'en oublie plein d'autres. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, c'est très rare de trouver un film français de qualité où il y a quelque chose qui va faire que le film est bon. Je le regrette, mais c'est comme ça, et c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Mais revenons au film Le Monde, la chair et le diable. Film de Ranald McDougall, réalisé en 1959, il me semble, parce que là, ils nous disent date de reprise mai 2007. Donc ils ont fait une sortie en salle en 2007 pour une réédition. Mais le film date de 1959, il me semble. Après un éboulement au fond d'une mine en Pennsylvanie, Ralph Burton, qui était un ingénieur dans les mines, se retrouve coincé. Et donc du coup, il attend des secours qui n'arrivent pas, et finit par se libérer seul des décombres, mais au bout de plusieurs jours. Et de retour à la surface, il découvre que toute trace de vie humaine semble avoir disparu après le passage d'un nuage radioactif. Donc on imagine que s'il y a eu un nuage radioactif, ça veut dire qu'il y a eu une guerre nucléaire, ou qu'il y a eu un accident nucléaire, quelque chose qui a provoqué ce nuage radioactif. En route pour New York, il traverse des avenues désertes. C'est d'ailleurs saisissant, hein. Il y a des décors, des scènes, c'est vraiment saisissant. C'est vraiment comme... c'est Je suis une légende, hein. Mais en 1959. Il s'organise et récupère ce dont il a besoin dans les magasins, tirant derrière lui un chariot au pied des gratte-ciel abandonnés. Est-il vraiment le seul survivant de l'humanité? C'est ce que nous verrons à l'issue de ce film. Alors un film très bien noté apparemment. À l'idée d'avoir 3 personnages pendant 1h30, on pouvait craindre un ennui profond. Et pourtant c'est tout le contraire avec ce film de science-fiction d'une rare générosité, incroyablement humain et au casting particulièrement convaincant.
notamment Harry Belafonte, excellent. De plus, la mise en scène nous offre des prises de vue particulièrement originales quant aux rues immenses et entièrement vides. Alors, je vais pas cliquer sur tout le commentaire, sinon je vais changer de page. 3 histoires qui s'emboîtent. Alors, je vais pas en dire plus, je vous laisse deviner, mais effectivement, on va découvrir au fil du film que c'est peut-être pas le seul survivant, mais pendant une longue partie du film, c'est le seul survivant. Et donc, ça va être à lui de découvrir si, tout au long du film, il va essayer de trouver d'autres survivants. Hein. Parce que, imaginez-vous à sa place, vous seriez seul au monde. Le dernier sur Terre. Est-ce que vous ne chercheriez pas quand même un minimum de compagnie? Est-ce que vous ne chercheriez pas une trace de vie quelque part? Parce que seul sur Terre, dans un monde vide comme ça, dans des rues immenses désertes, est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi devenir fou? À la suite d'une secousse sismique, un homme inspectant une galerie minière va être pris au piège. C'est le parcours d'un homme coincé dans une mine qui, une fois à l'air libre, retrouvé, se trouvera tout aussi esselé qu'au fond de son piège de terre. Puisqu'il est le seul survivant d'une explosion nucléaire, c'est d'abord l'errance dans les rues de New York, à la recherche de survivants, à laquelle cet homme va être confronté. Puis, une survivante, on l'a vu dans la bande-annonce, puis une survivante trouvée, c'est à d'autres problèmes, ceux des rapports humains que les personnages vont devoir affronter. Ces rapports entre les deux personnages ne sont déjà pas des plus simples, voici qu'un troisième larron viendra s'ajouter, et avec lui viendra s'ajouter un nouveau rapport conflictuel. Parce que évidemment, 2 hommes, une femme, ça fait un trio explosif. Évidemment, ça crée un conflit entre les 2 hommes, une sorte de rivalité masculine pour quel est celui qui va partir avec la femme. Parce qu'il y a toujours cet instinct de reproduction quelque part, pour la survie de l'humanité. Tout ça est finement fait et les plans d'un New York vide sont impressionnants de grandeur. La ville de New York qui revient encore une fois à l'écran, qui est un personnage, un acteur à part entière. On l'avait déjà vu dans New York 1999. New York, la ville de New York est un acteur à part entière dans le film avec Snake Plissken. Et là, on retrouve New York qui occupe une place prépondérante dans ce film. Bon petit film post-apocalyptique qui arrive à traiter, en plus de la menace atomique, de la place de la femme dans la société et de la ségrégation. Ces sujets sont peu exploités dans ce genre cinématographique, mais inscrits parfaitement The World, The Flesh and the Devil dans son temps, dans son époque. Si dans l'ensemble, ce long métrage de SF demeure des plus corrects, il lui manque toutefois ce qu'il faut de mystère et de tension pour en faire un film digne de ce nom. Sur le même thème, on lui préférera Le Dernier Survivant de 1986. New York des années 50 désert, les images sont très belles. Imaginez, ça a dû être vachement compliqué à filmer les grandes avenues désertes sans personne. Alors il y a la fiche technique, la fiche Wikipédia, n'est-ce pas? Le monde, la chair, le diable. Film de science-fiction américain, réalisé par Ronald McDougall en 1959. Un film de 95 minutes, donc film de 1h35. Avec Harry Belafonte, Inger Stevens et Mel Ferrer. En tout cas, au niveau du casting, ça n'a pas dû coûter très cher. Ralph Burton, un mineur afro-américain, inspecte seul une mine en Pennsylvanie lorsqu'un éboulement se produit, le piégeant sous terre, donc tout ça ok. Ne trouvant personne dans sa ville, Ralph décide d'aller à New York, mais là non plus il n'y a personne. Dans une station de radio, des enregistrements lui apprennent qu'il y a bien eu une guerre nucléaire totale, et que l'arme utilisée est une poussière d'isotope radioactif qui devient inoffensive au-delà de 5 jours. D'accord. Je me souvenais pas de ça. Dépité, il s'installe dans un immeuble de New York, et pour tenter de vaincre sa solitude, il va chercher 2 mannequins dans un grand magasin et les installe chez lui.
Mais cela ne suffit pas, et un jour où il ne supporte plus la solitude, il lance un mannequin depuis le balcon de son appartement. C'est à ce moment qu'il rencontre Sarah, qui accourt en criant vers le mannequin, persuadé que c'est lui qui a mis fin à ses jours. Ils deviennent rapidement amis, mais Ralph devient distant à partir du moment où les sentiments de Sarah deviennent plus forts. Bien qu'ils vivent dans un monde post-apocalyptique, Ralph est convaincu qu'il y a d'autres survivants. Du coup, il diffuse fréquemment des messages radio et passe beaucoup de temps à écouter. C'est récurrent ça dans les films de fin du monde. Le héros essaye souvent d'entrer en contact avec de potentiels survivants et fait passer des messages en boucle à la radio. Un jour, il reçoit un message en français, ce qui confirme son hypothèse. Je n'irai pas plus loin. C'est tout. À propos du film, réflexion sur les dangers du nucléaire, mais aussi sur le racisme, le film offre des images surprenantes d'un New York déserté. Pour cela, les prises de vue durent se faire à l'aube en bloquant quelque peu la circulation, une méthode réutilisée en 97 pour une célèbre scène du film L'Associé du Diable. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est intéressant. Là, on a une analyse du film que j'ai trouvée sur un site, Carte blanche, le monde, la chair et le diable. C'est écrit un peu petit, mais on va essayer de lire. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente le zoom? Voilà. Adapté du roman The Purple Cloud, donc il doit être ce nuage radioactif, de M.P. Shield, paru en 1901, préfigurant ainsi longtemps avant les bases et certaines idées du célèbre « Je suis une légende » de Richard Matheson, 1954, Le monde, la chair et le diable est l'exemple frappant du chef-d'œuvre marquant une vie de cinéphile tout en appartenant tristement à cette caste des œuvres fascinantes et mémorables, mais ironiquement méconnues et abandonnées dans la marge de la grande histoire du cinéma. Et pourtant, tout comme le roman n'a rien à envier aux classiques de la littérature d'un grand Matheson, le film de Randall McDougall n'a rien à envier quant à lui à ses adaptations, pour la plupart ratées ou seulement partiellement réussies, tant il brille par son écriture aiguisée, sa réalisation d'une modernité fabuleuse et les idées substantielles qu'il développe avec une maestria incroyable. L'exemple parfait du film d'anticipation dans toute sa splendeur, proposant un discours d'une rare puissance et maîtrise, débordant de toutes parts, au-delà des coutures d'un récit haletant à la solidité éprouvée. De fait, il n'est pas étonnant de voir à sa tête, non pas un réalisateur confirmé, mais un scénariste de talent se frottant à la réalisation. Randall McDougall n'est pas un nom clinquant. Il n'avait d'ailleurs rien d'un authentique metteur en scène, comme en attestent ses seuls 6 longs métrages tournés en 15 ans, pour la plupart obscurs ou à la renommée relative. Homme de l'ombre, Randall McDougall était surtout réputé pour sa plume, lui le scénariste de plusieurs classiques éternels, le roman de Mildred Pierce de Michael Curtiz, Le crime était presque parfait d'Hitchcock, ou encore le légendaire Cléopâtre de Mankiewicz. Avec Le monde, la chair et le diable, son 3e effort tourné en 1959, McDougall a signé son plus grand film, son trésor, sa véritable contribution au 7e art. Et quelle contribution! Paranoïa et bras de fer politique. Après un prologue introductif factuel servant à installer sa future mécanique sans tourner autour du pot car l'essentiel n'était pas là, le film entre vite dans le vif de son sujet avec des plans d'un New York vidé de ses habitants, silencieux et désert. Un décorum littéralement impressionnant de réalisme à faire froid dans le dos. À ne pas croire que le film de plus de 55 ans. Date de plus de 55 ans. Mais la plus grande force de l'œuvre de Randall McDougall ne se situe pas dans son tour de force visuel saisissant. Elle va résider clairement dans l'écriture à venir qui s'ingéniera en permanence à marier, avec brio, aventure terrifiante et profondeur idéologique, philosophique et thématique.
Cristallisant plusieurs genres en les adaptant à son univers, le film se veut tout d'abord un film d'anticipation reflétant le climat paranoïaque qui étreignait l'Amérique des années 50-60 avec la montée de la peur de la guerre froide et de la menace nucléaire. Et on commence à être en plein dedans, les amis. On est en plein dedans, aujourd'hui. Avec la France qui veut, petit à petit, rentrer dans ce conflit, enfin, pas la France elle-même, mais les gouvernants de la France, qui veulent impliquer la France dans le conflit Ukraine-Russie. Où, au passage, on n'a aucune chance, qu'on n'a aucune chance de gagner, hein. Parce que la Russie a des missiles hypersoniques, des missiles nucléaires, et la France n'aura même pas le temps d'utiliser ces missiles nucléaires que la Russie nous aura déjà engagés. Donc, qu'allons-nous faire dans cette galère? Mais revenons au film. Plus qu'une peur, une terreur, une panique omniprésente dans chaque esprit de l'époque, face à une inconnue non maîtrisée et angoissante obligeant les populations à retenir leur souffle devant un effroyable bras de fer géopolitique prêt à imploser à chaque instant. Et cette toile de fond n'est qu'une apparence, et McDougall va parvenir brillamment à transfigurer son récit pour lui donner bien plus d'épaisseur et d'ampleur qu'une simple histoire d'anticipation imaginant un sombre scénario tétanisant. Développant une romance sur la base d'un triangle amoureux aux accents de tragédie antique, il va ensuite s'orienter vers une sorte de western urbain des temps modernes, comme si les classiques Le train sifflera 3 fois ou 3h10 pour Yuma et autres pouvaient être transposés dans un univers radicalement différent et plus moderne que l'ouest sauvage des cow-boys et des Indiens. La parabole. De ce puzzle narratif, naviguant entre les eaux troubles de plusieurs genres semblables à des affluents convergents vers un fleuve dominant et imposant. Les phrases sont super longues, des fois j'arrive à la fin de la phrase, j'ai perdu le fil du début. McDougall va alors tirer toute l'essence de son discours, de son but ultime, qui n'est autre que de philosopher sur la nature humaine, sa noirceur, sa folie, sa stupidité infantile, son égoïsme pathétique. Car le monde, la chair et le diable n'est, au final, ni plus ni moins, une parabole doublée d'un pamphlet puissant. Une parabole tout d'abord sur le genre humain et sa nature profonde, incapable d'apprendre de ses erreurs, reproduisant ad vitam aeternam les mêmes schémas, sans même s'en rendre compte, du plus petit au plus grand microcosme. McDougall pointe du doigt l'absurdité du conflit, de la guerre, de la façon dont l'homme ne peut s'empêcher de se confronter à autrui par égoïsme personnel, comme incapable de concevoir un monde général dirigé par le bien commun, comme incapable d'entrevoir une vision de la société qui dépasserait son propre bien-être, sa propre personne et son propre intérêt. Et c'est ainsi que dans un monde réduit à seulement 3 personnes, les protagonistes vont se débrouiller de déclencher comme une sorte de micro-4e guerre mondiale, alors qu'ils sont encore sous le poids suffocant d'une 3e qui vient d'anéantir la civilisation et l'humanité tout entière. Respiration. L'homme trouve toujours un chemin qui va le conduire au conflit car il est dans sa nature d'avoir des sentiments d'envie, de jalousie, de haine, d'individualisme. Donc finalement, est-ce que le meilleur moyen de ne pas tomber dans la guerre éternelle pour l'humanité, pour l'humain, ce ne serait pas de devenir un robot quelque part? Et c'est peut-être ça que veulent les élites pour nous, en faisant de nous des sortes d'esclaves ou de robots programmés pour toujours travailler et consommer, et ne pas réfléchir. Parce que si on commence à réfléchir et qu'on veut se révolter, c'est là que démarrent les risques de guerre pour nous faire taire, en fait. Pour faire diversion. Pour nous détourner des choses importantes et nous détourner de la révolution, de toute forme de révolte. C'est très puissant. C'est très puissant. Le propos est dur, terriblement fataliste, mais le regard sur le genre humain transpire d'une forme de résignation face à l'espoir de voir un jour l'homme
lâcher cette folie qui l'habite et l'anime depuis des siècles et qui jalonne l'histoire du monde. Pour justifier cette trajectoire symbolique, recélant pourtant un profond humanisme derrière la diatribe virulente, MacDougall va s'appuyer sur son protagoniste principal, un noir, interprété par le mythique Harry Belafonte. À une époque où les clivages discriminatoires étaient encore excessivement présents, les deux seuls survivants dans un premier temps avant qu'un troisième n'arrive, dans ce monde en proie au chaos, sont une femme blanche et un homme noir. Ça pourrait presque être un film réalisé par Google, par l'intelligence artificielle de Google. Non, je rigole. C'était déjà très risqué à l'époque, hein, dans une Amérique des années 50 qui était très raciste à l'égard des Noirs. Mais le poids de décennies traumatisantes de ségrégation est là, ancré, au point que presque 10 ans avant les classiques La Nuit des Morts Vivants de Romero, Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison ou Devine qui vient dîner de Stanley Kramer, MacDougall va livrer un puissant pamphlet contre le racisme en faveur d'une humanité unie, solidaire, sans clivage, où les hommes seraient tous égaux en droit et en image. Du moins, le réalisateur veut y croire, mais il sait pertinemment à quel point il rêve d'une utopie encore bien loin d'être atteinte. Alors, elle est longue cette analyse. Un jour viendra. La magie du parfait emboîtement entre ces deux discours thématiques va alors éclater au détour d'un plan fabuleux et qui aurait parfaitement mérité sa place au panthéon des plus importants de l'histoire du cinéma. Alors que Ralph Burton, Harry Belafonte, et son rival se livrent à un duel dans les rues désertes de New York, il va se retrouver seul, fusil à la main devant un mur. Mais pas n'importe quel mur, un mur où trône un extrait du discours de Martin Luther King. Un jour viendra où l'on fera un soc de charrues avec les épées, où les nations ne se dresseront plus les unes contre les autres. Ce jour-là, le lion et l'agneau pourront se tenir l'un près de l'autre sans s'effrayer. Un plan seulement, mais un plan à la force implacable, traduisant tellement de choses, du racisme à la dénonciation des conflits futiles qui broient le monde. Ici, l'amour d'une femme perdue entre deux hommes, les deux derniers hommes. Dans ce monde à trois, les derniers survivants trouvent le moyen de se combattre, de se faire la guerre pour quelque chose. Constat navrant et pessimiste sur la nature humaine, mais que la citation du pasteur éclaire en pointant du doigt l'espérance de voir un jour ce cycle infernal répétitif cesser afin que la raison l'emporte. Un espoir matérialisé par le carton fin remplaçant le traditionnel The End par un magnifique The Beginning, le commencement. Donc en fait le film se termine par un panneau The Beginning et non pas The End. Le film vient s'inscrire dans une période, une époque précise du cinéma américain où le spectre de la guerre atomique était responsable de quantité de projets de science-fiction. Néanmoins, rares sont les œuvres à posséder la force de celle de MacDougall. Original dans son angle et son traitement visionnaire, le film ne va pas s'attacher à perdre la direction classique et attendue de la survie au sein d'un monde apocalyptique. Il va même au contraire prendre la direction opposée d'un « Je suis une légende » ou le dernier rivage de Stanley Kramer. Ici, la solitude dans un New York immense est traitée avec finesse et intelligence, sans toutefois faire basculer le long métrage dans un ton professoral de mauvais aloi. Surtout, elle va inlassablement être articulée aux deux thématiques principales défendues par l'œuvre tout entière. Témoin, Ralph Burton, le héros de ce film, accepte sa nouvelle condition. Il va arranger sa nouvelle vie, profiter de tout ce dont il a été privé par le passé, de par sa condition d'Afro-Américain, appartement de luxe, grand restaurant, bijouterie. Ralph va se recréer son univers, son monde idyllique, remettant l'eau, l'électricité, le téléphone, entretenant une illusion de civilisation, mais reste la solitude néanmoins retranscrite par des mannequins de grands magasins,
devenant ses seuls interlocuteurs. Des interlocuteurs factices et de fait sans préjugés, mais qui rapidement ne suffisent pas, ne suffisent plus. Puis viendra Sarah, Inger Stevens, et avec elle toute la gêne entre un couple opposé. Elle blanche, lui noire, après des années et des années d'inégalité, dont les stigmates restent ancrés en profondeur dans la personnalité de Ralph. Un Ralph qui va se sentir contraint et forcé de rester en retrait, de retourner à son statut comme conditionné par sa nature sociale. Très intéressant ça. Face à lui, une Sarah qui s'en fiche mais qui inconsciemment ne peut se défaire de cet état de fait inculqué par la société, comme lorsqu'elle lui sortira inconsciemment ou innocemment « Je suis blanche, majeure et vaccinée ». Le Monde, la chair, le diable, pour conclure, c'est un film simple, sans artifice, dépouillé de tout effet stylistique. McDougall démontre qu'avec seulement un vrai talent d'écriture et la résonance forte d'un ou de plusieurs propos, il est possible d'accoucher d'un très grand film, conjuguant intelligence et divertissement. Il serait grand temps de rendre justice à ce chef-d'œuvre, humaniste, trop souvent oublié, et surtout de lui offrir la place qu'il mérite dans l'histoire du cinéma. Je suis d'accord à 100%. Voilà. Et sur Sens Critique, qu'est-ce qu'ils en disent? Donc là, vous avez les acteurs. Mel Ferrer, on l'a déjà vu dans d'autres films. Les 3 survivants du film. Enfin, dans le film. Ah ouais, l'article, le titre de l'article dans le journal qu'il a entre les mains, là, c'est « Des millions de personnes fuient les grandes villes, la fin du monde ». La solitude du mineur de fond. Ah, y a des mecs qui ont quand même mis une note de 5, quoi. Alors... Bon, après, ça va reprendre ce qu'on a déjà lu. Hein. Pas besoin de grille, l'enfer, c'est les autres. Cet éboulement lui sauva la vie, car sans qu'il le sache, la Troisième Guerre mondiale éclate au-dessus de sa tête, un nuage d'isotopes radioactifs a dévasté l'ensemble de la planète, ne laissant qu'une petite poignée de survivants. À l'instar de 28 jours plus tard, et Je suis une légende, Le Monde, la chair, le diable est réellement avant-gardiste. Ce film date de 1959. Nous avons des plans entiers de New York vides, sans un bruit, où chaque son résonne à l'infini, époustouflant. Outre le thème de la solitude, celui du racisme, de l'amour, de l'exclusion et de la tolérance sont abordés dans ce huis clos immense. Ralph se refuse de tomber amoureux d'une femme blanche car toute la discrimination endurée avant n'aura eu de sens. S'il y a des survivants, la barrière raciale doit perdurer. Il ne veut pas abandonner les règles et les coutumes qu'on lui a fait subir durant toute sa vie. Parce qu'en quelque sorte, c'est ses repères aussi. Et si on lui casse ses repères, il a peur peut-être de perdre la tête, de devenir fou dans ce monde, ce nouveau monde, où il n'a plus de repères. Il en perdrait ses repères, il aurait souffert pour rien et se sentirait coupable d'être satisfait que la population mondiale soit morte pour que le racisme ait enfin disparu. Il y a des fautes d'orthographe. Tout comme le titre l'indique, le film bascule peu à peu de l'immensité du monde vide vers le rapprochement de deux êtres, puis à la tension que produit ridiculement la rivalité de deux hommes pour une femme. Dans une situation aussi grotesque, ils ne sont plus que 3, c'est encore trop nombreux. Ce film trop peu connu est la pierre angulaire du genre survival horror, sauf que pour le coup, l'horreur, c'est nous. The Beginning. Très bien. Excellent, j'ai envie de dire. Bon ben voilà, vous avez vu des images. Qu'est-ce que voulez-vous que je dise de plus de ce film? Allez le voir. Je pense que vous devez pouvoir le voir en streaming, ou vous le procurer, ou même en DVD. Un film que je vous recommande parce que ça doit faire partie d'une vidéothèque. Ça doit faire partie de votre culture cinématographique, sachant que ça fait partie des films qui ont influencé
nombre de films actuels que vous avez vus récemment, comme Je suis une légende ou autre, sachant qu'ils vont peut-être faire une suite aussi à Je suis une légende. Tous ces films d'aujourd'hui se sont inspirés à un moment donné ou à un autre de ces films des années, enfin du siècle dernier. Et voilà, on parle déjà du siècle dernier. Eh ouais. Bien, en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a permis de découvrir un nouveau film de qualité, que ça vous aura donné envie, tout du moins, de le visionner. N'hésitez pas à me laisser vos réactions dans les commentaires de cette vidéo. Ce sera très intéressant pour moi de lire tout ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à un maximum. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail et si vous appréciez le contenu de cette chaîne. Et puis on va se retrouver très vite dans une nouvelle vidéo en espérant que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'on n'arrivera pas très prochainement dans la même situation que les héros de ce film, à la suite d'une entrée en guerre de la France dans le conflit entre Ukraine et Russie. On croise les doigts. J'espère que on n'en arrivera pas jusqu'à cette folie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. C'était DosGeek sur la TV42. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore, tiens. Ce sera la surprise sur la thématique de la vidéo. Voilà. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous. N'hésitez pas à faire un tour de temps en temps dans une mine désaffectée, on ne sait jamais. En cas d'explosion nucléaire, de guerre nucléaire, ça pourrait peut-être vous protéger. Vous pouvez aussi commencer à projeter de construire un bunker anti-atomique dans votre jardin. Sachez que les plus riches ont déjà commencé à le faire, tel Mark Zuckerberg. Et puis, bien, on va aviser pour la suite. Gros bisous à tous, c'était DosGeek sur la TV42. À très bientôt, bye.